Nous allons attaquer aujourd'hui le transistor à effet de champ. Donc nous avons vu jusqu'à présent le transistor bipolaire. Nous avons vu que le courant de sortie sur le collecteur est proportionnel au courant d'entrée sur la base. Le transistor bipolaire est donc un dispositif piloté par un courant. Dans un transistor à effet de champ, donc ce qu'on appelle un field effect transistor, un FET, on va utiliser une tension sur la borne d'entrée du transistor, qu'on appelle la grille, afin de contrôler le courant qui le traverse. Cette dépendance se base sur l'effet de champ électrique généré par l'électrode de grille, d'où son nom. Le transistor à effet de champ est donc un transistor commandé en tension. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à un transistor normal. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Nous avons un substrat, silicium, germanium, comme d'habitude. Dans un type, vous avez une zone dopée P, une zone dopée N. Vous avez exactement l'inverse, avec une zone dopée N sur une zone dopée P. Nous allons nous concentrer sur le fait, ce qu'on appelle un canal N, qui est donc celui-ci. La zone dopée P est ce qu'on appelle la grille. C'est en fait la commande. Vous avez la source, qui correspond à l'émetteur sur un bipolaire, et le drain. Et vous avez ici la représentation symbolique. Donc la grille, le drain, la source. Et donc si on veut faire une équivalence avec un transistor bipolaire, l'émetteur, comme je l'ai dit, correspond à la source, la base à la grille, le collecteur au drain. Comment fonctionne cette petite chose? Un FET travaille de manière différente d'un transistor. Donc il était commandé par un courant, le courant de base. Dans le cas d'un FET, la commande est faite par une tension appliquée à la grille. Le courant traverse un mince canal de type N, ou P si c'est un inverse, surmonté d'une grille dopée en sens inverse. Les deux électrodes situées de part et d'autre du canal sont appelées source et drain. Ces deux électrodes sont a priori équivalentes, mais on appelle source celle qui fournit les porteurs majoritaires, donc équivalent à l'émetteur, les électrons dans un canal N ou les trous pour un FET à canal P. La source est aussi le point par rapport auquel on mesure le potentiel de la grille, VGS. Vous avez donc le FET à canal N. Donc le canal, c'est la partie du substrat qui se trouve entre la source et le drain. Vous avez donc ici un canal N surmonté d'une grille P. Donc le plus utilisé, c'est le FET à canal N. La grille étant dopée P, vous l'avez donc ici, et le canal en N, se forme donc une zone de déplétion entre les deux zones. Donc c'est l'équivalent d'une diode. Les ions négatifs en haut, les ions positifs en bas. Donc ici va se former une zone de déplétion. La zone que vous voyez ici. Lorsque la tension de grille est de 0 V et qu'une petite tension est appliquée entre la drain et la source, la zone de déplétion sera très fine. C'est là que le courant, à travers le canal, donc le canal, je répète, c'est le substrat qui est ici, donc c'est là que le courant sera le plus grand. Ce courant s'appellera le courant maximum de saturation. Donc votre FET est alors fortement conducteur. Comme la jonction PN grille-canal est polarisée en inverse, le courant qui va la traverser sera très faible et donc négligeable. Dans ce cas, le courant de source sera égal au courant de drain. Donc, si vous n'appliquez pas de tension ici, votre courant est maximum entre la source et le drain. Vous avez donc ici non alimenté. Ce transistor se commande en appliquant entre la grille et la source une tension inverse. Vous
vous avez ici. Aucun courant ne passe donc dans la grille, mais sous la grille, le nombre de porteurs diminue, comme dans une diode à jonction polarisée en sens inverse. Le canal entre la source et le drain devient donc d'autant plus étroit que la tension entre la source et la grille est importante. Donc si vous avez une tension source-drain ici et une tension négative à la grille, plus votre tension négative à la grille augmente, plus la zone de déplétion va augmenter. Donc une zone sans porteur. Conclusion, votre courant entre source et drain va diminuer. À partir d'une certaine valeur de la tension, la résistance tend même vers l'infini, car le canal ne comporte pratiquement plus de porteurs. Un autre type de transistor qui se base sur la même technologie, c'est le transistor MOSFET. Donc le transistor FET, il est surtout utilisé en analogique. En numérique, on utilisera plus souvent le MOSFET. La grille en métal, généralement en aluminium, est séparée du substrat par un isolant. Comme pour le FET, le MOSFET peut fonctionner avec un canal de type N ou P. On va prendre un MOSFET à canal N, qui est donc ceci. Donc vous avez votre grille en aluminium et vous avez un isolant avant le substrat. La source et le drain deviennent des zones dopées N, une ici et une ici, dans un substrat de type P. Donc ici, ça devient différent. Vous avez une électrode en aluminium, donc ce n'est plus un substrat dopé, un isolant, un substrat de type P dans lequel nous avons inclus deux zones de type N. Une est la source, l'autre est le drain. Donc si je lis, le substrat de type P, la source et le drain sont deux électrodes de type N insérées dans le substrat. Ces deux électrodes et la zone de type P qui les sépare sont équivalents à deux diodes en tête bêche. Le courant ne passe pas entre la source et le drain. L'intervalle entre la source et le drain est recouvert d'une couche d'oxyde de silicium isolante et au-dessus une grille en aluminium. Donc l'isolant, la grille en aluminium. Lorsque la grille est rendue positive par rapport au substrat, elle attire les électrons sous l'isolant pour former un canal entre la source et le drain, qui ne contient plus de trous comme le reste du substrat, mais un excédent d'électrons. La tension appliquée à la grille fait varier la conductivité du canal. Elle module de ce fait le courant entre la source et le drain. Donc, si j'applique une tension positive ici, je vais attirer des électrons dans cette zone. Et donc, je vais former un canal entre la source et le drain. Donc ici, vous avez la même chose. Donc, substrat, deux zones N, la source, le drain et la grille qui est au-dessus. Si je n'applique aucune tension nulle part, évidemment, rien ne circule. Si j'applique une tension positive à la grille, je vais former en fait un canal par lequel les électrons pourraient circuler, puisque mes électrons sont attirés par ça. Comme je n'ai aucune tension entre source et drain, rien ne circule. Si j'augmente ma tension de grille, donc ici je suis à 10 volts, le canal va augmenter. Si maintenant je mets une tension entre la source et le drain et une tension à la grille, je vais former un canal, mais pas assez en fait pour faire passer les électrons. J'ai un pincement qui va se produire ici. Si j'augmente ma tension de grille, le canal augmente et j'aurai donc circulation d'électrons entre la source et le drain. J'ai ici un 4 mA. Si j'augmente ma tension de grille, j'augmente la taille du canal, plus d'électrons peuvent passer de source vers le drain,
j'obtiens un courant de 7 mA. Un autre type qui est le Gate MOS transistor à grille flottante. Il est très intéressant celui-ci parce que c'est celui qu'on utilise dans tout ce qui est clé USB ou disque SSD. Il permet de mémoriser une information, un bit. Donc pour ça on utilise des FET à grille flottante. Un transistor à grille flottante comporte deux grilles. La première, la grille de contrôle, permet l'application d'une tension extérieure, qui est donc celle-ci. La seconde, la grille flottante, est électriquement isolée du reste du dispositif, celle-ci. Lorsqu'une tension suffisante est appliquée à la grille de contrôle, donc celle-ci, des charges peuvent traverser l'oxyde de grille et se retrouvent piégées sur la grille flottante. La tension de seuil du transistor est alors modifiée par la charge présente sur la grille. Comment ça marche ça? Si on veut mémoriser une information, donc l'écriture, si on applique une tension importante sur la grille de contrôle et une tension positive sur le drain, non, on recommence. 1, 2. Alors, comment fonctionne tout ça? Donc, première étape, c'est l'écriture. Comment mémoriser une affirmation? L'application d'une tension importante sur la grille de contrôle et d'une tension positive sur le drain va pincer le canal et forcer l'injection d'électrons dans la grille flottante. Et votre canal se pince entre le drain et la source, ce qui va injecter des électrons dans cette grille flottante. Si vous coupez l'alimentation, ces électrons restent dans cette grille flottante. C'est tout l'intérêt en fait. Si on veut vider la grille, l'application d'une tension négative importante sur la grille de contrôle va fortement repousser les électrons, qui passeront par effet tunnel et seront évacués. Si vous mettez une tension fortement négative ici, vos électrons sont expulsés vers la source. L'autre partie, c'est la lecture de ces informations. Pour lire une structure MOS, donc pour lire une clé USB ou un disque SSD, on applique une tension à la grille de contrôle, ici, ce qui permet de faire circuler le courant dans le canal. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la grille de contrôle permet d'augmenter la taille du canal et de faire circuler un courant entre le drain et la source. Donc, ce qui permet de faire circuler le courant dans le canal, et cela équivaut à lire un 1. En revanche, si des électrons sont piégés dans la grille flottante, le comportement est différent. Si vous avez des électrons dans la grille, lors de la lecture, la même tension est appliquée à la grille. La première, la grille de contrôle. Mais cette fois, cette tension est amoindrie à cause des électrons présents dans la grille flottante. Ces électrons vont un peu contrer l'action que vous faites sur la grille de contrôle. Conclusion, vous n'ouvrez pas de canal. Le canal est aminci, la structure est isolante, et donc vous lisez un 0. Pour ceux que ça intéresse, vous avez l'effet tunnel pour les nuls. Bon, ça dépasse un peu ce que nous devons voir ici. Ça fait partie de la physique quantique. Bonne journée!